Si on est tendu, en fait, on arrive à cultiver des choses et à faire des choses extraordinaires. Et quand on est détendu, en fait, on est aussi capable de s'embourber plus que la moyenne, quoi. Tant qu'on a de l'énergie, il faut rester sur cette quête de sens pour survivre, tout simplement, quoi. Mais parce que moi, j'ai pas trouvé cet équilibre encore entre les deux. Je l'ai pas trouvé, quoi. HS, c'est une série d'entretiens avec des gens comme vous et moi qui un jour ont pointé du doigt certaines caractéristiques de la douance en eux. Pourquoi se reconnaître hypersensible ? Se savoir comme tel, est-ce suffisant ? Faut-il se faire tester au risque de perdre d'illusoires illusions ? Comment vit-on avant d'identifier ces caractéristiques ? Que se passe-t-il quand on décide de passer un test qui prouverait qu'on ait un haut potentiel ? Et que vit-on une fois qu'on sait qu'on l'est ? Ou pas ? Merci d'écouter HS, le podcast situé à l'intérieur d'un hypersensible. Ou pas. L'hypersensibilité, c'est lié au sens, donc moi je la lie effectivement à des excès de perception, ou en tout cas un niveau de perception sur les sens, donc les 5 sens dont on dispose, un excès de perception par rapport à la moyenne, quoi. Je donne un exemple, avoir une ouïe surdéveloppée, c'est quelque chose de différent que d'avoir l'oreille absolue, c'est-à-dire reconnaître une note parfaitement. Mais par contre, on est capable d'entendre des sons, de percevoir des sons, là où d'autres ne les perçoivent pas forcément. Pareil pour l'odorat, par exemple. L'odorat, c'est quelque chose dont je souffre, vraiment, mais vraiment. L'odorat, j'ai un odorat extrêmement développé depuis que je suis petit, et en fait ça me pénalise tout le temps, puisque à chaque fois que je rentre dans un lieu ou quoi, je perçois des odeurs qui me dérangent, plus que en fait me flattent. Enfin, ça se traduit souvent par une gêne. Et peut-être qu'effectivement, dans un autre contexte, on aurait des gens qui sont hyper sensibles, c'est-à-dire qui ont des sens hyper développés, enfin ça c'est ma définition, peuvent la cultiver dans un cadre professionnel. Il peut y avoir des gens effectivement qui ont un odorat, un sens olfactif ultra développé, qui peuvent le mettre au service du développement d'un parfum, par exemple, peut-être. Mais justement, c'est là où je pense qu'il y a deux notions différentes que je délie complètement. C'est la notion de le récepteur, c'est-à-dire vraiment je suis capable de sentir des odeurs, et puis de l'intelligence, et je suis capable effectivement de l'analyser, de la rendre presque neutre. Effectivement, parfois, moi, les odeurs me dérangent parce qu'elles sont pas neutres, alors qu'elles pourraient effectivement se transformer dans mon cerveau d'une manière différente, parce que j'ai une capacité analytique, le signal que je reçois, quoi. Alors que là, aujourd'hui, il se traduit en général par un dégoût et une gêne plus qu'autre chose, quoi. C'est plus les autres qui m'ont fait réaliser, puisque c'est plus l'inverse, c'est-à-dire que je comprenais pas que les autres ne soient pas dérangés par l'environnement plus que... Voilà. Mais par contre, effectivement, être gêné par son environnement, c'est quelque chose qui m'a tout de suite été... que j'ai tout de suite ressenti, mais que les autres ressentaient pas, et c'est plus cette différence de perception qui m'a souvent interpellé. Après, c'est ce qu'on en fait qui est aussi révélateur, c'est-à-dire que à partir du moment où on a cette gêne, parfois on la transforme en des verbes, des traits d'humour, et on la transforme on l'extériorise d'une certaine façon, et en fait cette façon-là c'est cette façon-là qui va être ensuite perçue par les autres comme quelque chose de différent ou quelque chose de plus avancé que ce que eux peuvent percevoir, quoi. Peut-être que j'aurais dû aller voir un spécialiste des odeurs pour m'aider sur cette question-là, mais en fait je suis assez démuni dans ma capacité analytique, c'est-à-dire que c'est plus l'intensité de l'odeur qui me dérange. C'est-à-dire qu'un parfum me dérange, l'odeur d'une épice, quand elle est trop prononcée, elle me dérange. Derrière l'odeur, on peut la décomposer en effectivement son intensité et ses caractéristiques. Voilà, c'est sucré, c'est une fleur, machin. Et en fait, cette décomposition-là, je le fais pas. Enfin, je pourrais le faire peut-être pour la rendre positive, mais en fait, je le fais pas. Naturellement, je le fais pas. Dès qu'il y a une odeur avec une certaine intensité, ça me bloque. Je suis pas capable, en fait, j'ai pas développé cette capacité à analyser l'odeur. Voilà. Par contre, je sais les reconnaître entre mille, quoi. Le goût, oui, j'arrive à reconnaître des goûts.
Par contre, sur l'oreille, j'ai pas spécialement un récepteur ultra développé qui me permet d'entendre à 18 km comme Superman, mais par contre, à l'inverse de l'odorat, je décompose. Enfin là, on est plus dans le domaine cette fois de l'analyse, donc de l'intelligence. J'arrive à beaucoup plus de finesse que sur l'odorat. Enfin, je pense que du coup, ça me confère une oreille un peu musicale, par exemple, où je sais reconnaître une note immédiatement. Enfin voilà, il y a sur la partie récepteur, il y a l'odorat qui est développé avec une intelligence faible derrière. Sur la partie auditive, c'est plus la capacité d'analyse qui va être développée que voilà. Mais là, on est déjà dans le domaine de l'intelligence. Effectivement, on peut aussi décomposer parce que dans l'hypersensibilité, on n'a pas parlé de l'émotion. Souvent, on introduit, on lie les deux, et en plus souvent, on lie les deux pour donner une autre implication sur la créativité. Une hypersensibilité, une hyperémotivité, c'est source de créativité. Mais en amont, l'hypersensibilité et l'hyperémotivité, je les délie complètement. Que je délie complètement aussi de la partie analytique et intelligence qui peut être liée à la réception du signal ou à sa traduction, quoi. Hypersensibilité ou précocité? Un des symptômes, une des caractéristiques dans la précocité, c'est effectivement l'hyperémotivité, l'hypersensibilité et des capacités analytiques qui, si elles sont cultivées et développées, peuvent s'avérer être fortes. Inversement, c'est pas parce qu'on est hyper émotif qu'on est hypersensible, et c'est pas parce qu'on est hyper émotif qu'on va être précoce. Il peut y avoir des gens hyper émotifs qui sont pas précoces. Donc il n'y a pas de relation d'équivalence. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, moi, j'ai tous les symptômes. J'ai pas fait de test. J'ai tous les symptômes du précoce. Et il se trouve que j'ai des enfants précoces, que c'est génétique, que j'ai dans ma famille, autour de moi, des gens qui sont tous caractérisés et qui ont tous des caractéristiques de précoce. Bon, il y a un doute. Tous les symptômes de la précocité qui ont... Bon, peut-être que je noircis le tableau, mais qui ont été plus des pains, qui ont plus été en fait des handicaps aujourd'hui, maintenant que je les comprends rétrospectivement, à travers mes enfants, je peux les corriger, c'est égoïste, mais ça me permet en fait, en observant mes enfants et en voyant comment ils arrivent à contrôler justement ces handicaps, comment ça m'inspire moi pour les contrôler aujourd'hui. Et finalement, ça me sert beaucoup parce que ça me permet de transformer des handicaps en des choses plus positives. Très clairement, au moment où il y a eu un diagnostic sur mes enfants. C'est-à-dire que depuis toujours, il y a je ressens un problème, quoi. Enfin, un problème de différence par rapport aux autres. Cette différence, elle peut s'exacerber dans la souffrance, parce que cette différence, elle est mal vécue, mal perçue, et en fait, c'est un cercle vicieux. Ou au contraire, cette différence, elle peut être cultivée comme quelque chose de positif, à travers l'humour, à travers la précision du langage, à travers plein de choses. Et en fait, effectivement, ça a été un handicap que j'ai réussi à transformer en quelque chose de positif par vraiment l'opération du Saint-Esprit. J'arrive même pas à comprendre pourquoi. Par contre, aujourd'hui, c'est plus caractérisé, plus clair, et ce qui me permet de modifier en fait vraiment tous ces handicaps, et en tout cas de les atténuer. Parce que c'est des vrais handicaps, ça pose vraiment des problèmes de relations humaines, quoi. Et vraiment. En équilibre sur l'élastique. Ça m'exclut parce que forcément, quand on n'est pas dans la moyenne, les centres d'intérêt, la façon de percevoir le monde, la façon dont on retranscrit, justement cette hypersensibilité, cette hyperémotivité qui provoque des réactions mal comprises des autres, en fait c'est forcément excluant, quoi. Mais par contre, justement cette hypersensibilité, cette hyperémotivité qui peuvent induire une forme de créativité, donc une forme de relation aux autres originale, on va dire, permet à un moment donné
de transformer l'essai et de passer de la case mec différent dans un sens négatif à mec différent dans un sens positif. C'est un peu comme l'image de l'équilibre de l'élastique, quoi. On peut être tendu en haut et pas bouger, ou alors bouger un tout petit peu l'élastique et d'un coup, en fait, l'élastique il claque, quoi. Et donc, on peut trouver un équilibre en haut qui est très fragile. Et par contre, il n'y a pas de juste milieu, quoi. C'est-à-dire, c'est ça qui est très difficile dans cette posture, et que c'est cet équilibre de normalité qu'on peut chercher avec la maturité à trouver. Mais quand on est dans ces deux extrêmes, quand bien même on est différent, mais vu positivement ou différent ou vu négativement, dans les deux cas, on est interdit du centre, quoi. Et en fait, même quand on est différent positivement, ça se traduit forcément à un moment ou à un autre par une stigmatisation et puis un décalage, et en fait par des mots blessants qui peuvent être prononcés par les autres, même quand on est différent positivement. Ça nous interdit en tout cas une espèce de forme de normalité, et parce qu'on est obligé de trouver un équilibre quelque part, quoi. Et au centre on peut pas, parce qu'on n'a pas les capacités, quoi. L'hyperémotivité, ça empêche. Mon attitude et ces handicaps ont été très pénalisants dans mon couple pendant longtemps, et effectivement ne pas améliorer ces choses-là ou ne pas les comprendre aurait pu conduire tout simplement à un divorce, quoi. En revanche, c'est tombé à brûle pour point. Le diagnostic de mes enfants a permis, en travaillant sur eux, d'éclaircir des pans de ma personnalité indirectement, donc par ricochet. Et en fait, ça permet d'éclaircir effectivement ces formes de handicap. L'hyper-émotivité dont on n'a pas... L'hypersensibilité, déjà, elle pose un problème. Souvent, on est dans des contextes où je suis gêné dans une maison, dans un truc, et en fait, forcément, c'est pesant pour mon entourage, parce que j'en parle, parce que je suis gêné, et voilà. Donc déjà, j'essaie de contrôler un minimum ça. Quant à l'hyper-émotivité, elle peut poser effectivement un problème, parce que quand l'émotion, elle envahit complètement, elle empêche d'écouter, elle empêche d'entendre l'autre, elle empêche d'être objectif, et puis ça dure un laps de temps qui n'est pas neutre. Donc si l'autre ne le comprend pas, il le prend pour je sais pas quoi, j'en sais rien, je sais pas comment l'autre le perçoit, mais il le perçoit comme quelque chose de forcément anormal. Par contre, s'il le comprend, c'est pas parce qu'il le comprend qu'il l'admet, mais il le comprend, et du coup, il peut aider l'autre à le corriger. C'est ce qui m'arrive aujourd'hui, donc ça me permet moi aujourd'hui de m'améliorer sur ces aspects-là, et donc c'est le seul endroit et c'est la seule personne avec qui j'ai un vrai échange sur ce thème-là. Avec mes enfants, c'est plus compliqué parce que ce serait comme quelque chose d'exponentiel. C'est même la relation même entre deux précoces, elle peut être compliquée en fait, parce que l'hyperémotivité, elle embringue une hyperémotivité c'est un cercle vicieux qui fait que en fait ça devient exponentiel des deux côtés. C'est peut-être pire d'être dans l'entre-soi quand on a ces caractéristiques que d'être effectivement avec quelqu'un qui équilibre et qui contrecarre un peu ses effets. Donc avec mes enfants, j'ai plus de mal à en parler, et en plus je suis beaucoup dans l'analytique. J'arrive pas à le vulgariser en fait. Donc comme j'arrive pas à le vulgariser, c'est assez problématique d'en parler avec eux, quoi. Ne pas engendrer de chaînes infernales. Je viens d'une famille qui a effectivement les caractéristiques précoces non contrôlées, donc très négatives, avec deux parents, maintenant que je le comprends, deux parents précoces, sûrement et certainement, horribles. Des parents que je rejette même encore aujourd'hui complètement, dont je me suis complètement détaché, mais qui m'ont fait plus de mal qu'autre chose, quoi. De par justement leur attitude mal contrôlée et mal comprise. Donc effectivement avec de l'hyperémotivité dans tous les sens, et donc forcément beaucoup de souffrances transmises, beaucoup de manipulation, beaucoup de culpabilisation, tout ce qui va pas, quoi. Donc ça c'est important pour tous les gens qui ont ces caractéristiques, c'est les contrôler, c'est la garantie aussi de pas engendrer une espèce de chaîne infernale avec ses propres enfants.
parce qu'en plus, malheureusement, c'est génétique. Donc, effectivement, ça va. Il y a une chance que ça se reproduise dans l'échelon du dessous. Donc, c'est plus... l'enfance me permet plus aujourd'hui d'analyser ce qu'il ne faut pas que je sois ou ce qu'il ne faut pas que je fasse. Donc, je prends le contre-pied total de du contexte dans lequel j'ai grandi, quoi. Donc ça, c'est au niveau familial. Au niveau scolaire, j'ai vécu à peu près tout ce que tous ces enfants ont vécu, c'est-à-dire un décalage complet avec le système scolaire, mais avec des parents ultra pressurisants qui me ramènent toujours dans le système scolaire et qui ont conduit à ce que je fasse des études d'un niveau assez élevé, quoi. Enfin, ça n'a pas été du tout le cas de mon frère, qui a été jusqu'au bout de ses études très élevées. Hein. Il a été maths sup, maths spé, école d'ingénieur, et puis qui s'est écroulé à la fin par grosse pression et qui est complètement sorti du système, et ça fait 15 ans qu'il est out of the system, quoi. Incapable de rentrer dans la société, incapable d'avoir des relations sociales, totalement paria depuis 15 ans, en souffrance totale, quoi. Donc je sais pas, c'est une alchimie compliquée entre des gens qui vont... Et son cas de figure, c'est un cas de figure dont j'entends parler souvent. Et en fait, l'alchimie qui fait que on diverge, c'est un peu les mêmes images que l'élastique, qu'on diverge soit en claque, soit on reste en équilibre. Cette alchimie qui conduit d'un côté ou de l'autre, j'en sais rien. Je sais pas pourquoi. Pourtant, on vient du même moule. C'est vraiment un espèce de coup de bol incroyable. J'en sais rien du tout, quoi. Toujours est-il que, voilà, donc le contexte familial catastrophique, le contexte scolaire erratique, parce que en fait, c'est tout à l'image justement des pics d'émotions, c'est-à-dire qu'il y a des profs avec qui ça se passe très bien et des profs avec qui ça se passe très mal. Il n'y a pas d'entre-deux. Heureusement, il y a des épisodes avec des profs avec qui ça se passe très bien, qui éclairent un peu et écrètent en fait la personnalité sur les aspects positifs, et donc révèlent vraiment le côté positif et tendent à cultiver ces aspects positifs, à les entretenir, à les rendre de plus en plus forts, ou à l'inverse, écrêter vers le bas des enseignants qui vont montrer les signes les plus négatifs et qui vont faire tendre l'enfant vers à quoi bon, de toute façon je suis nul, il n'y a aucune raison que je continue, c'est de la merde, voilà. Et donc, peut-être que cette alchimie et cette chance, c'est le côté probabiliste du truc, c'est que cette chance, parfois, il y a des gens qui montrent plus le côté positif que négatif et qui encouragent et tirent les enfants vers l'eau. Peut-être que c'est cette chance-là que j'ai eue. Et après, c'est pareil pour les amis, parce que les amis, qui se ressemblent s'assemblent. Et effectivement, j'ai eu la chance d'avoir un parcours... c'est peut-être aussi dans l'alchimie, le côté probabiliste, où j'ai eu de la chance. C'est que j'ai eu, dans mes traits de personnalité, j'ai eu la chance d'être plutôt sociable. Ce qui m'a permis de lier de nouer des liens avec des gens qui m'ont aidé à l'instar de ce que je disais sur les profs, à cultiver les traits, ou à exacerber, en tout cas, à développer à mort tous les traits positifs. Voilà, c'est ça l'alchimie en fait. C'est vraiment probabiliste, quoi. C'est de la chance. La mélancolie de la quête de sens. 45 ans, chef d'entreprise, formation d'ingénieur, 20 ans que je travaille dans un domaine qui est un domaine à la fois marketing et scientifique, puisque je travaille dans la data. Où j'en suis j'en suis à un moment de ma vie où le manque de sens, la quête de sens me rattrape. C'est-à-dire que toute ma vie a été drivée par justement ce manque de sens en permanence sur tout. Et en fait, à chercher des émotions fortes ou à chercher des défis insurmontables, parce que justement ça permet de trouver du sens et puis d'avancer, quoi. Aujourd'hui, je suis arrivé un peu au bout des défis que je m'étais lancé il y a 20 ans. J'ai plutôt réussi dans l'entrepreneuriat. Et là, je cherche de nouvelles quêtes. À 45 ans, et j'ai des idées déjà, mais enfin... Justement, dans vraiment la recherche de l'adrénaline ou les émotions fortes ou les défis insurmontables, j'essaye encore à 45 ans de pratiquer du sport de manière hyper intense. Donc je fais de la boxe,
D'ailleurs, j'ai découvert ça il y a 2 ans. Je comprends pas pourquoi j'ai pas découvert ça il y a 10 ans, quoi. Sinon, je me serais jeté dedans. C'est vraiment le sport le plus extraordinaire qu'on puisse pratiquer, je pense. Comme toi, je fais de la musique. Je pilote des petits avions. Mon pilotage, ça fait 15 ans que j'en fais. Je crois que j'ai fait un peu le tour. Donc, il y a 10 ans, j'en aurais parlé de manière... oui, j'en aurais parlé il y a 10 ans de manière complètement émerveillée, avec beaucoup de passion. Aujourd'hui, comme toutes les passions, 15 ans après, en fait, elles se tassent, quoi. Et justement, c'est ça la quête de sens. C'est que il faut en permettre... C'est un peu ça notre problème. Je trouve qu'il y a une constante chez les gens qui ont ces caractéristiques, c'est ce manque de sens, quoi. C'est cette quête de sens. Et en fait, elle provoque de la mélancolie, elle provoque... un retrait, elle provoque de l'apathie, elle provoque... Et en fait, c'est là où je pense qu'il y a aussi encore ce coup de l'élastique, c'est que si on est tendu, en fait, on arrive à cultiver des choses et à faire des choses extraordinaires. Et quand on est détendu, en fait, on est aussi capable de s'embourber plus que la moyenne, quoi. Tant qu'on a de l'énergie, il faut rester sur cette quête de sens pour survivre, tout simplement, quoi. Mais parce que moi, j'ai pas trouvé cet équilibre encore entre les deux. Je l'ai pas trouvé, quoi. Non, c'est génétique, purement génétique. L'olfactif, alors là, j'ai une famille qui est en souffrance par rapport à ça depuis des tantes et tout. C'est magnifique. Aller jusqu'au bout. En fait, je suis jamais ébahi par des personnalités. Je suis plus ébahi... Enfin, je suis pas ébahi par la technicité ou par ce qu'ils font, mais je suis ébahi par le fait d'y être. Je sais pas comment dire. Non, j'arrive pas à l'expliquer, ça. C'est-à-dire que je trouve pas... je trouve pas que c'est extraordinaire que cette personne ait réussi à faire ça. Je trouve pas que c'est extraordinaire, mais ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'elle a réussi à... Cette personne, au début, elle s'est dit, non, maintenant, c'est ma voie, et je vais aller jusqu'au bout de ce truc, quoi. À un moment donné, on a défini qu'on voulait aller dans cette direction, et contre tous les avis, j'y vais dans cette direction. Et les gens qui sont... Enfin, on va dire qui sortent du lot, c'est des gens qui ont entrepris ce chemin à fond et qui ne sont pas dit « Oh là là, j'aurais bien voulu être chanteur, mais oh là là, j'y vais pas parce que c'est trop compliqué ou parce que... blablabla. » Voilà. Mais c'est plus ça, mais j'ai pas de nom comme ça qui me vient en tête. Il y a ce côté musical et en fait, c'est vraiment un de mes prochains défis sur les 20 ans à venir, c'est que j'aimerais faire quelque chose de... J'aimerais cultiver ce sens un peu musical, mais dans la partie intelligence. Je sais pas comment encore, je sais pas par quel bout le prendre, mais je sais qu'il faut que j'aille dans cette direction et ça va être mon défi sur les 20 prochaines années. Et l'hyper-émotivité, en fait, j'essaie de transformer l'essai en la manifestant, non pas par du stress. Enfin, parfois je la manifeste beaucoup avec du stress que je communique aux autres. Ça, je le sens bien et c'est pas bon. Et j'essaie de l'extérioriser en mettant de l'humour dessus, quoi. Et du coup, en mettant de l'humour dessus, non seulement ça masque l'hyper-émotivité, mais en plus, ça la transforme en quelque chose de positif. Donc, sur l'hypersensibilité, rien. Enfin, ok, on a des récepteurs plus développés que les autres. Il faut savoir, d'ailleurs, petit aparté, que, par exemple, chez les nourrissons, c'est un gros problème, l'hypersensibilité. Parce qu'ils entendent plus que la moyenne, donc ils dorment mal. Ils ont un sens olfactif plus développé que la moyenne, donc dès qu'il y a une odeur qui les gêne, ils le vivent mal. Quand on les touche, ils peuvent ressentir des choses qui sont pas forcément toujours extrêmement agréables, donc ils le vivent mal, etc. etc. Et donc ça forge. C'est-à-dire que pendant des années, quand on a cette hypersensibilité, en fait, ça... J'ai pas le sentiment que ça forge quelque chose de positif chez ces gens-là parce que ils dorment mal, ils sont dérangés tout le temps et on peut pas l'analyser, donc en fait on le subit et donc en fait ça se traîne comme un boulet. Et en fait cette hypersensibilité, pour moi c'est pas quelque chose de positif, quoi. L'hyperintelligence que par contre on peut mettre derrière cette dans la suite logique, une fois que le récepteur il a passé le signal, si quelqu'un est capable de bien analyser ce signal de manière très fine, ça faut le cultiver. Et ça, en fait, c'est une capacité qui existe, mais qui, comme toutes les capacités, si elles sont pas cultivées, en fait, elles se meurent, ou on n'en fait rien. Et après, l'hyper-émotivité, on peut la faire... Voilà, je pense que par exemple, il y a des humoristes qui ont toutes ces traits ces caractéristiques et qui en ont fait quelque chose de positif. Et ça se voit. Des fois, on reconnaît vite que la manière dont c'est tourné, on se reconnaît on aurait pu le faire, quoi. Merci d'écouter HS, le podcast situé à l'intérieur d'un hypersensible. Ou pas.